Nous sommes un groupe d'amis qui se connaissent depuis le collège, dans une ville tout proche de Bordeaux, Mérignac. Pendant des années, on a grandi ensemble, partagé beaucoup de choses dans nos vies. En 2020, une anthropologue, Sophie Moulard, nous a proposé de participer à la réalisation d'un film dans le cadre d'un projet européen, Ecocito, pour réfléchir et agir sur les questions de justice sociale et écologique. Ça a été pour nous une expérience enrichissante et il en est sorti un court-métrage, Méduse 2051. Ce projet nous a amenés à nous demander ce que peut vouloir dire s'engager aujourd'hui quand on est jeune. Comment ça commence, pourquoi et comment on s'y prend. Car devenir citoyen ne se décrète pas. Ça ne passe pas par une transmission formelle, des cours d'éducation civique par exemple. Comment expliquer que certains jeunes décident spontanément de participer à la vie collective, à s'engager pour l'intérêt général, alors que d'autres s'abstiennent, renoncent ou même refusent de le faire. Ce qui fait que l'on en vient à s'engager, c'est précisément ce que ce podcast tente d'élucider. Nous avons donc décidé de mener l'enquête pour explorer quels sont les ressorts intimes de la participation citoyenne. Qu'est-ce qui, dans nos vies, familles, amis, écoles ou autres, déclenche notre désir de nous impliquer pour une cause ou une multitude de causes, modestement ou avec passion, au point de nous transformer et de changer littéralement nos vies. Anderson Pignot a 25 ans. Il est coprésident de l'association La Clé, de coopération pour le logement des étudiants de France. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, il est également collaborateur de cabinet au département de la Gironde. Nous l'avons rencontré sur son lieu de travail, où il a accepté de se confier à nous, en revenant sur son parcours de vie et sur ce qui l'a amené à s'engager. Pour commencer, peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es, que fais-tu exactement ? Je m'appelle Anderson Pignot, j'ai 25 ans. Je suis engagé dans la vie associative et militante, notamment sur la question du logement des étudiants. Mais j'ai aussi une activité professionnelle au département de la Gironde où je travaille au cabinet du président du département de la Gironde. Je suis particulièrement engagé depuis fin 2019 sur la question du logement des étudiants dans une association qui s'appelle La Clé, l'association de coopération pour le logement des étudiants de France, qui travaille à trouver des appartements auprès des bailleurs sociaux. L'objectif est d'une part évidemment d'avoir de plus en plus de logements à mettre à disposition des étudiants, mais c'est aussi tout simplement saisir l'intention des collectivités et des pouvoirs publics sur le sujet. Parce que c'est bien d'avoir un communiqué de presse, un article sur la presse locale quand on se rend compte en septembre qu'il y a des étudiants qui dorment dans la rue ou alors qui abandonnent leurs études faute de logements disponibles. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une mobilisation constante pour éviter ces situations-là. Alors, sans jusqu'à aller à construire des dizaines de milliers de logements étudiants, c'est permettre à chacune et chacun de faire les études qu'il a envie de faire. Parce que le vrai sujet sur le logement des étudiants, c'est qu'il y a des étudiants aujourd'hui qui n'ont pas la possibilité de faire les études qui leur chantent, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et c'est ça, c'est pour ça que nous on existe, c'est pour essayer le plus possible de permettre aux étudiants de faire ce qu'ils veulent et pas ce qu'ils sont contraints de faire, faute de moyens, pour y parvenir. Donc il y a la question d'avoir plus de logements et puis celle de mobiliser largement autour de ce sujet-là, à la fois les collectivités, les pouvoirs publics, mais aussi les associations, parce que il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur le droit au logement, sur la défense, les questions de pouvoir d'achat, mais on vise aussi à donner un petit peu de visibilité au sujet des étudiants, qui est un peu un public bâtard en France, puisque ce sont des jeunes, mais aussi des adultes. Ils ont parfois une activité professionnelle, mais parfois pas tous. Ils ont ce statut étudiant qui est qui est parfois avec des avantages, mais on peut peut-être aller au cinéma un peu moins cher ou au musée gratuitement. Mais pour autant, on n'est par exemple pas éligible à certaines aides sociales comme le RSA en dessous de 25 ans, alors que le public des jeunes est l'un des plus précaires en France. Donc c'est mobilisé sur tout ça. La petite particularité des logements qu'on met à disposition, c'est qu'ils sont en colocation, parce que les logements sociaux nous donnent des grands appartements, et nous ensuite donc on les sous-loue en colocation aux étudiants, et on s'occupe de toute la médiation à l'intérieur. Beaucoup d'étudiants, et beaucoup de personnes d'une manière générale, regardent la colocation d'une manière différente depuis la crise sanitaire. Avant, on cherchait peut-être une coloc de force, alors que maintenant les gens sont vraiment volontaires pour vivre à plusieurs, parce qu'ils se souviennent des différents confinements qu'ils ont vécus, et ils ont envie d'essayer quelque chose de nouveau.
J'ai rencontré cette association-là parce que j'étais préalablement déjà engagé dans le champ de l'économie sociale et solidaire, mais il se trouve que quand j'ai dû quitter Bordeaux pour finir mes études, pour aller à Paris, je me suis rendu compte de la différence de prix des logements entre Bordeaux et Paris. Et déjà, j'ai dû travailler à côté de mes études, mais c'était pas suffisant pour pouvoir assumer le fait de vivre dans un appartement qui soit un minimum décent. Et j'ai eu l'occasion de trouver, lors de ma deuxième année à Paris, cette association-là, de pouvoir candidater pour bénéficier d'une place dans une colocation. Et comme l'association ouvre sa gouvernance aux étudiants qui bénéficient des logements, j'ai pu participer petit à petit au conseil d'administration, à l'Assemblée générale, et au fur et à mesure devenir coprésident de la Clé, justement fin 2019. Donc c'est justement parce que j'ai moi-même été confronté à des difficultés de logement étudiant que je me suis engagé dans cette association-là, et que même en n'étant plus étudiant, n'étant plus étudiant et étant revenu à Bordeaux, on a travaillé à ce que l'antenne puisse se créer en région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'à l'époque où j'ai fini mes études à Paris, l'association n'existait qu'à Paris. Et donc depuis, on a une deuxième antenne à Bordeaux, et aujourd'hui près de 80-85 étudiants sur Bordeaux, en plus de ceux à Paris. En tant que coprésident, mon rôle premier, il est à la fois de faire justement du plaidoyer, c'est-à-dire de défendre le sujet des logements des étudiants, soit quand l'actualité le demande, soit justement en trouvant des partenariats avec lesquels travailler. Par exemple, avec la Fondation Abbé Pierre pour travailler sur le mal logement des étudiants, ou avec d'autres structures. Donc j'ai cette première mission de plaidoyer. J'ai une deuxième mission peut-être plus de partenariat, qui est celle de représenter l'association en tant que coprésident auprès des partenaires. Donc ça peut être les institutions publiques comme les collectivités territoriales, mais ça peut être aussi des services de l'État ou tout simplement des associations. Donc il y a aussi ce rôle de représentation là. Et puis il y a un petit rôle d'animation qui est celui comme je suis élu par mes pairs au sein de l'association, je suis élu sur des objectifs, sur des choses à réaliser. Et donc j'ai aussi un rôle d'animation, de bénévole, auprès des colocataires, mais d'une manière générale auprès aussi de l'antenne de Bordeaux et de l'antenne de Paris. Comment arrives-tu à concilier tes études et maintenant ton travail avec ton engagement associatif ? Forcément, avoir une activité professionnelle ou même universitaire, être étudiant à côté de son engagement, ça prend du temps, mais c'est une habitude qui est à apprendre. Et moi, j'aime bien dire que plus on a de choses à faire, plus on est efficace, parce qu'on a entre guillemets moins de temps à y consacrer. Donc si j'ai qu'une chose à faire en une journée, vous pouvez être sûr que je vais prendre toute la journée pour la faire. Par contre, si je dois la faire en 2 heures parce que l'heure suivante j'ai quelque chose d'autre, ça va me forcer à être un petit peu plus proactif. Donc voilà, plus on a, moi j'aime bien dire que plus on a de choses à faire, plus on les fait. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on se dit souvent mais j'ai pas trop le temps de m'engager. Moi je peux vous dire que j'ai jamais été aussi bon à l'école qu'en m'engageant à côté, puisque je savais très bien que j'avais pas forcément mes week-ends pour réviser parce que je devais aller à telle association, tel conseil d'administration. Donc je m'assurais de bosser en semaine, et en même temps ça me permettait d'avoir le temps de m'engager. Et donc il y avait cette spirale un petit peu vertueuse, mais il faut effectivement avoir le luxe d'avoir le temps quand même pour le faire, oui. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais du coup, tu disais que tu t'es engagé jeune, mais c'est à partir de quand du coup que tu t'es engagé ? À partir du lycée, études supérieures ? Je pourrais dire que je me suis toujours engagé, en tout cas que j'ai toujours été un petit peu habité par le souci de combattre les inégalités ou de promouvoir la justice sociale, mais en vrai c'est pas complètement la vérité. J'ai dû m'engager assez jeune, probablement en 4e, 3e au collège, mais surtout à l'époque parce que c'était, je pense, une nécessité pour moi. Une nécessité un peu pour exister ou un peu pour survivre, parce que j'ai eu peut-être une fin de collège un petit peu difficile, parce que je me suis rendu compte que dans le milieu dans lequel j'étais, j'avais quelques caractéristiques qui me rendaient différent. J'étais un peu plus pauvre que les gens qui étaient autour de moi, et j'ai aussi un peu plus tard découvert que j'avais aussi une différence sexuelle avec mon entourage, puisque donc j'ai découvert en 4e mon homosexualité, et le fait d'être pauvre et le fait d'être homosexuel m'éloignait du milieu dans lequel j'étais. Et dans ces moments-là où je me suis senti peut-être un peu isolé, dans l'incapacité de vraiment être à l'aise avec qui j'étais, j'ai trouvé dans l'engagement une manière d'avoir une forme de reconnaissance
une forme de quelque chose, enfin en tout cas une approbation du regard d'autrui, pas pour me faire plaisir, mais tout simplement parce qu'à l'époque j'en avais besoin pour pouvoir pour vivre ou pour survivre. Et donc c'est comme ça que l'engagement est arrivé au collège et que petit à petit c'est structuré, notamment au lycée, puisqu'ensuite je me suis engagé dans le syndicalisme lycéen, dans la vie associative, mais la genèse de mon engagement c'est celui-ci. D'accord. Je pense déjà que c'est au collège où les périodes sont les plus difficiles pour les jeunes parce que c'est le moment où on acquiert une certaine conscience des choses. Et donc c'est à partir de ce moment-là où les différences se voient le plus. Et d'un point de vue un peu plus personnel, à ce moment-là, je déménage, je change d'établissement scolaire et puis surtout, j'arrive dans un collège avec des étudiants qui viennent d'un milieu beaucoup plus favorisé que le mien. Donc, j'étais au Bouscat, à Sainte-Anne. Ah oui. Voilà. Et du coup, je me retrouve à être le seul gamin en classe à lever la main quand on demande s'il y a des élèves qui sont boursiers. Je vois bien, et c'est le moment où on commence à bien voir qu'il y en a qui s'habillent différemment, qui s'habillent moins bien. Et puis, il y a aussi il y a certaines choses qui se voient physiquement. À l'époque, j'étais peut-être beaucoup plus costaud que ce que j'étais aujourd'hui. Il y a des stigmates quand même de la précarité qui se voient plus, ou en tout cas qui commencent à se voir quand on est avec des enfants d'avocats, des enfants de profs, et que c'est pas son cas. Donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est le moment où pour moi la différence a vraiment commencé à se cristalliser, où on voit bien qu'on n'a pas les mêmes références que nos camarades qui partent en vacances, en vacances tout simplement, qui prennent l'avion pour aller dans des pays, qui ont des bibliothèques qui sont gigantesques chez eux alors que c'est pas le cas à la maison, ou qui ont tout simplement des parents qui sont peut-être beaucoup plus disponibles que les siens parce que nos propres parents sont amenés à travailler avec des horaires qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Donc en effet, je pense que le collège, au-delà de mon parcours personnel, est un moment où les différences éclatent un peu, sautent un peu aux yeux et conduisent certains jeunes à être dans des situations moins faciles que d'autres. Tous les moments où je me suis senti peut-être isolé, parfois exclu, même si je pense que j'ai pas vécu de grandes violences sur ce sujet-là, ça m'a quand même conduit à peut-être avoir des stratégies pour me sentir moins seul. Puisque quand on est au collège, se sentir isolé, ne pas être celui qui est choisi en groupe de sport, c'est quand même un sentiment qui est particulièrement dur pour sa confiance en soi. Et on sait que la confiance en soi, elle s'octroie, ou en tout cas, elle se valide par le regard des autres. Donc, il fallait que je trouve une manière d'avoir de l'estime dans le regard des autres. Et je me souviens à ces moments-là au collège, j'allais par exemple du coup beaucoup au CDI, j'allais beaucoup discuter avec la documentaliste, avec mes profs. C'est auprès de ces personnes-là que je trouvais des ressources et petit à petit je me suis mis dans l'esprit sans vraiment être capable d'expliquer comment dans l'idée d'organiser des projets en fait de classe, de groupe que je co-organisais du coup en tout cas que je proposais à mes enseignants à l'époque. Et le fait d'avoir ces échanges avec eux, le fait d'avoir cette réciprocité-là dans les projets que je menais, commençait moi à me faire sentir moi-même. Parce qu'à l'époque c'était ça le sujet. Donc j'ai commencé à cette époque-là à prendre cette habitude-là et j'ai continué à l'avoir au lycée. Et là où il y a eu une vraie bascule en fait, au lycée, je pense, et ça a été le cas avec le syndicalisme lycéen, c'est que de par ce sentiment peut-être un peu d'isolement lié à cette distance sociale et sexuelle que j'avais pu avoir au collège, cette distance-là, elle fait que je me suis toujours un petit peu senti du côté de celles et ceux qui, j'irais pas jusqu'à dire de celles et ceux qui sont opprimés, mais en tout cas celles et ceux qu'on met de côté, les invisibles, les opprimés justement. Et donc très naturellement, quand j'ai entendu parler d'un syndicat lycéen, ça me semblait, défendre des droits et défendre mes droits, c'est quelque chose qui me semblait complètement naturel, puisque c'était la suite de ces quelques années-là de début d'engagement pour trouver ma place. Et puis ensuite, tout se prolonge assez naturellement, tout se politise ensuite, puisque j'apprends un peu par la suite je découvre par la suite que il y a cette expression qui dit que tout est politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'apercevoir que la politique vient vraiment se caler dans chaque interstice de nos quotidiens, que toutes les décisions qui sont prises sont politiques. Et je le vois bien ici au département de la Gironde, les couleurs de chaque affiche qui sont là autour de nous, elles font l'objet d'une décision
l'objet d'une validation. Tout est, à mon sens, politique. Et donc, petit à petit, on commence en s'engageant personnellement sur des projets, puis on met un pied dans la vie associative jusqu'à se rendre compte que tout est politique et qu'il faut peut-être passer à l'étape supérieure. Quelle continuité vois-tu entre ce type d'engagement militant que tu mènes depuis le début de tes études et ta vie professionnelle actuelle en tant que collaborateur de cabinet dans une grande collectivité locale ? Je pense Alors, j'ai commencé à faire mes études en droit, mais j'étais donc parallèlement toujours engagé dans les associations antérieurement à la clé, puisque j'avais fait partie d'un collectif de lycéens qui avait créé la Fédération des maisons des lycéens en 2015, qui est une association qui vise à développer les maisons des lycéens, et je sais qu'il y en a une, je crois, au lycée Fernand Naguin. Oui, il y en a deux, même Dassault aussi. Avec Dassault. Et donc j'avais créé, donc, avec d'autres collègues lycéens, la fédération, considérant en fait que, comme en tout cas à l'époque, le personnel de l'éducation nationale nous accompagnait de manière inégale en fonction des établissements, on s'est dit, bon, on va le faire nous-mêmes. On va créer une fédération de maisons des lycéens et celles qui marchent bien vont aider celles qui marchent un peu moins bien pour un petit peu tirer tout le monde vers le haut. Donc j'étais à la fois à la fac de droit et à la fois avec ces différents engagements associatifs-là. Et je me suis rendu compte en fait que je pouvais m'engager dans la vie associative et mes actions associatives pouvaient avoir un impact politique. Mais je me suis surtout aperçu que travailler dans la vie politique, c'était aussi une belle manière de faire avancer ses idées. Et j'ai découvert petit à petit qu'il existait autour des élus, des maires, des présidents de régions, de départements, des postes de cabinet, des postes de chargé de mission, et c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. Et que justement le but de ces personnes-là était d'accompagner les élus à prendre des décisions, à élaborer des politiques publiques et, in fine, selon moi, à faire avancer des idées et des valeurs. Et en fait, la combinaison de mes études en droit, puis en sciences politiques, et de mes engagements associatifs, m'ont fait prendre conscience que travailler dans la vie politique, ça pouvait être une belle manière, une belle étape supplémentaire pour justement faire avancer mes valeurs. Et donc, petit à petit, je me suis orienté vers des formations qui formaient plus spécifiquement à faire ce travail-là. Et c'est aujourd'hui le métier que j'occupe au département de la Gironde. Y a-t-il un changement de nature entre l'engagement que l'on pourrait qualifier de citoyen et l'engagement institutionnel ou politique ? Je pense que les différentes politiques et les différentes politiques publiques qui peuvent être amenées à être mises en œuvre, leur condition de réussite, c'est justement la capacité à mettre autour de la table à la fois la société civile, la vie associative, et en même temps donc la vie institutionnelle. Si les deux ne travaillent pas de pair, les politiques publiques mises en œuvre ne peuvent pas fonctionner. Enfin, ça c'est ma vision des choses, mais pour cela il faut en effet à l'extérieur des institutions des activistes, justement pour pousser et pour peut-être dire aux élus et aux politiques et aux institutions quoi faire, mais c'est une relation dialectique qui est jamais ni toute blanche ni toute noire, mais il faut être justement en mesure il faut quand même être capable de trouver les bons compromis. Et donc au vu de mon parcours, en effet, pour moi, le prolongement est très naturel, et je me nourris justement de mes engagements associatifs et des personnes que je connais, du fait que je sache aussi comment travaillent les associations pour pouvoir nourrir les décisions qui sont prises au département de la Gironde. Parce que je pense que c'est justement cet aller-retour-là entre la vie politique et la vie et la société civile qui permet vraiment de mettre en œuvre des politiques publiques qui soient la plus proche de la réalité et des besoins des gens à qui on répond. Parce qu'il est vrai que quand on travaille dans une institution comme celle-ci, on est souvent dans des bureaux, souvent dans des réunions pour travailler sur des délibérations, des projets de politique publique, et qu'on n'est pas forcément directement les mains dans le cambouis auprès de celles et ceux qui ont vraiment besoin des politiques publiques. Et donc s'il n'y a pas une société civile pour nous le dire, parfois il peut y avoir de la déconnexion, et c'est le procès qui est souvent fait sur la vie politique, et souvent à raison. Donc travailler main dans la main avec les associations, la vie militante, toute la société civile, c'est s'assurer le plus possible du fait que la politique publique atterrisse et réponde à un vrai objectif pour améliorer la vie des gens, puisque c'est le but, je crois, de la vie politique, ou en tout cas c'est en tout cas ce que moi j'y viens chercher. Viens-tu d'une famille qui était elle-même engagée ou impliquée sur des causes citoyennes ? Alors, pas du tout.
Pas du tout. J'ai pas eu. Alors, je n'ai pas du tout grandi dans un milieu ni politisé, ni particulièrement engagé. Euh, Par exemple, mes parents ne votaient pas du tout jusqu'à ce que je les y oblige à partir du moment où moi-même je commençais à être très engagé. Mes parents votaient pas du tout. On n'avait aucune discussion politique. Peut-être que la seule référence politique que j'avais pu avoir par l'intermédiaire de mon père, c'était l'ancien président Lula du Brésil, que vous n'avez peut-être, que vous connaissez peut-être. Lula, qui est l'ancien président du Brésil, qui était un ouvrier métallurgiste, et qui a gagné en fait au tout début des années 2000 les élections présidentielles au Brésil, et qui s'est notamment fait connaître pour des grandes politiques publiques sociales, et notamment ce qui s'appelle les Bolsa Familia, pour en fait que les gens dans les favelas au Brésil puissent se nourrir. Mais c'était à la limite c'était la seule référence politique que j'avais. Mes parents n'étaient pas du tout engagés, et c'est au contraire moi qui, petit à petit, les ai un peu mis sur le droit chemin. D'abord en les emmenant là où moi j'allais, puisque finalement c'est devenu partie prenante de ma personnalité, et que s'ils voulaient apprendre à me connaître, il fallait qu'ils viennent avec moi sur ces actions-là. Et de fait, aujourd'hui, quelques années plus tard, ils le sont probablement beaucoup plus individuellement, mais aussi ils sont là dès que moi je fais quelque chose, je sais que je les retrouve assez régulièrement, et donc aujourd'hui ce sont des personnes beaucoup plus engagées que par le passé. Mon petit frère a peut-être pas eu les mêmes raisons de s'engager, mais en découvrant ce que j'ai fait, il s'est petit à petit intéressé à la vie politique, à la vie associative, et il y est aujourd'hui beaucoup plus sensible, à la fois que par le passé, et probablement que s'il avait eu quelqu'un d'un peu moins engagé dans sa famille, parce que l'engagement, ça se communique, ça se transmet, c'est une affaire collective, donc ça n'arrive jamais tout seul. C'est certes des parcours personnels qui viennent vous transcender, mais c'est aussi énormément de rencontres. Par exemple, moi, quand je me suis retrouvé en CM2 avec un prof qui était conseiller municipal à la mairie de Bordeaux, je pense que c'est pas sans lien avec le fait que quelques années plus tard, moi-même, je décide de m'engager, de travailler dans la vie politique. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus inconscient, je pense. Il y a une phrase qui est vraiment très importante pour moi, et qui a été prononcée, ou en tout cas qui a été écrite par Édouard Louis, qui est un auteur qui a évidemment beaucoup compté pour moi, qui a écrit dans son dernier livre que son privilège à lui, c'est d'avoir connu la vie sans privilège. Et que justement, le fait d'avoir traversé une période de sa vie peut-être cruelle, peut-être très dure, l'a amené à avoir son regard sur la société complètement évolué, à être celui qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, si moi je suis Anderson Pignot, 25 ans au département de la Gironde, et engagé dans la vie associative, c'est bel et bien parce que j'ai eu ce parcours-là au collège, à une époque où j'ai peut-être rencontré pas mal de difficultés sur le plan personnel, mais qui m'ont toutes conduite à être là où je suis aujourd'hui. Donc je regarde avec énormément sans aucun regret ce que j'ai pu vivre par le passé, et je suis évidemment en lien encore avec certaines personnes de mon collège, alors aussi mes professeurs, puisque du coup je disais qu'ils avaient beaucoup compté pour moi à ce moment-là. Et donc je suis encore en contact avec eux, mais aussi avec les quelques personnes que j'avais dans ma classe, avec qui j'avais de très bonnes relations. Et aujourd'hui, quand j'en croise d'autres avec qui j'étais moins ami, ça ne nous empêche pas d'avoir une discussion. Je n'ai aucun regard négatif ou avec regret sur ce qui s'est passé au collège. C'est une année c'est une période de nos vies où chacun se cherche un peu, donc je me permettrai jamais de tenir quoi que ce soit en rigueur à des personnes qui ont pu parfois avoir des comportements ou des mots un peu maladroits, même s'il y en a eu, même si à certains moments je me suis en effet pas du tout bien senti. Je sais aussi que c'est une période de la vie qui est un peu particulière. En même temps, l'engagement, c'est aussi quelque chose vous qui faites le podcast là, vous êtes un peu des prodiges. On s'engage très peu
lorsqu'on est jeune, il y a beaucoup de personnes qui s'engagent à partir de 20 ans, 25 ans, 30 ans, non seulement parce qu'ils ont les moyens de s'engager, c'est-à-dire soit un petit peu de temps, soit un petit peu d'argent, soit parce qu'ils commencent à avoir suffisamment de vécu pour pouvoir avoir un regard critique sur la société dans laquelle ils vivent. Donc ça prend un peu de temps. On n'est pas obligé de s'engager très très tôt. Chacun fait en fonction de son parcours. Non, mais en fait, je voulais dire que je trouve ça très beau parce que tu as réussi à prendre les différences et à les utiliser pour au final aider les gens et les intégrer dans ton engagement. Et je trouve ça très cool. Voilà. Non, merci beaucoup. Il y a une phrase que j'apprécie aussi de Tania de Montaigne, qui est aussi une autre autrice, qui explique que la nature profondément politique de l'engagement, c'est avant tout de partir d'une individualité, dans sa singularité, mais d'être capable de l'inscrire dans un collectif. Donc il y a cette relation dialectique entre l'individuel et le collectif, mais à partir du collectif, il y a une troisième étape qui est celle de produire une échappée, une émancipation, et c'est comment à partir de l'individuel tu en arrives au collectif, et comment à partir de ce collectif-là, tu arrives à, en quelque sorte, de t'extraire des déterminismes, à vraiment à t'échapper et à produire quelque chose qui ne se serait pas produit si tu t'étais pas formé en collectif, mais à partir de quelque chose d'individuel. Ce triptyque-là me semble assez important pour définir ce que c'est l'engagement, dans sa dimension vraiment politique, mais dans le sens noble du terme politique. Merci à notre invité pour cet entretien qui venait questionner de façon personnelle les ressorts intimes de l'engagement citoyen des jeunes. Vous pouvez retrouver les informations sur nos invités et les structures dans lesquelles ils s'engagent en ligne dans la description de cet épisode. En espérant qu'il vous aura inspiré, n'hésitez pas à écouter les autres émissions et à les partager. Bon vent à tous!